Notre invité à 22h50, c'est Jérôme Bail. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous avoir. C'est la première fois que vous venez sur BFM TV. On vous a beaucoup entendu, mais première fois que vous venez en personne sur notre plateau. Je le rappelle, vous êtes éleveur de bovins en Haute-Garonne. Et vous êtes devenu une figure du mouvement des agriculteurs. On se souvient de vous particulièrement sur le barrage de l'A64 au sud de Toulouse. Vous venez tout droit du salon de l'agriculture, là. Est-ce que déjà ça vous fait du bien de rencontrer les Français? Est-ce qu'ils sont nombreux à être venus vous apporter leur soutien? Oui, bonsoir, merci de l'invitation. Et bien sûr, oui, c'est très touchant. Même il y a eu énormément de soutien et de gens qui viennent me voir et qui me remercient. Donc ouais, c'est très très touchant. Vous êtes devenu un peu une star de l'agriculture, j'allais dire. Est-ce que tous les Français vous reconnaissent là dans les allées? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On va dire qu'il y en a beaucoup. Après, moi, je cherche pas le rôle de star de l'agriculture, vous savez. C'est un peu aussi grâce à nous. Mais oui, on en a fait une star. Bien sûr, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis que les médias, vous avez un poids qui est vraiment très important dans l'information. Voilà. Vous pouvez faire monter quelqu'un comme faire descendre quelqu'un, et vous pouvez faire monter une profession comme descendre une profession. Donc, moi, j'espère que vous ne me ferez pas monter à moi et que vous ferez avancer l'agriculture et mettre l'agriculture au devant. On est là pour raconter ce qui se passe et effectivement, en l'occurrence, vous faites l'actualité. On voulait revenir. Vous aviez un mot à ajouter, Il était ce matin presque avec moi sur le plateau d'RMC, donc on est dans la continuité. Donc voilà, vous passez la journée ensemble. Il était au Grand Gueule et j'étais... Mais moi, Jérôme, qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens qui viennent vous voir, qui vous reconnaissent? Ils vous disent quoi? Merci. Ouais. Ce qui viennent me voir, c'est des gens qui disent merci. Et merci, tout simplement, parce que l'agriculture s'endormait. L'agriculture était dans le déclin depuis plus de 40 ans. Et il y avait besoin de remettre un gros coup de pied dans la fourmilière, comme on dit chez nous, ou dans le terme rubistique, de relever la mêlée pour que ça reparte de l'avant. Voilà. Les gens, ils avaient perdu espoir. Vous savez, dans le monde agricole, on est souvent isolé. On est un métier où on est seul. On bien souvent travaille seul sur les exploitations. Et au final, on perd confiance. Vous travaillez seul? Moi, je travaille seul sur mon exploitation. Ouais. Et au final, on perd confiance. On n'a plus confiance aux gens. Et à la fin, on n'a plus confiance en soi. La solitude des agriculteurs, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps, hein, et qui est en général cause de suicide plus élevé que dans le reste de la population. Un peu malade, ma pauvre Roselyne. Oui, c'est pas nouveau, hein, mais c'est vrai que cette solitude, elle est terrible. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Comment allez-vous? Parce que vous êtes devenu star, mais vous en avez pris plein la gueule, désolé de l'expression. À un moment, ça a été assez dégueulasse ce qui s'est passé sur vous. Ce qui a été dit, voilà, que vous aviez accepté une place sur une liste, qu'on vous avait offert de l'argent, etc. Parce que vous avez été porté au pinacle, vous êtes devenu une star, c'est clair. Mais il y a quand même des gens qui vous ont attaqué, qui ont été très mauvais avec vous. Comment vous l'avez vécu, ça? Parce que vous n'étiez pas préparé à ça. Vous n'êtes pas un leader syndical. Mais, ça m'a pas touché. Non, vraiment? Ça m'a pas touché parce que 99,99% des messages que j'ai reçus, c'est des messages de soutien. Et les gens qui ont parlé, moi je leur ai dit, venez me voir. Venez me parler en face au salon d'agriculture. Il n'y a personne qui vient me parler. Donc, parler derrière un écran d'ordinateur avec un pseudo, c'est très facile. Ouais, ça vous atteint pas plus que ça. Voilà. Alors justement, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé ce week-end. Bien sûr, on a le souvenir de présidents qui ont été chahutés au Salon de l'Agriculture, mais à ce point-là, c'est peut-être une première. Voilà, ça c'était samedi, l'inauguration du salon par Emmanuel Macron qui a été retardée parce qu'il y a eu ces affrontements entre les agriculteurs et les forces de l'ordre. Quand vous voyez ces images-là, qu'est-ce que vous dites ? Je suis déçu. Je suis déçu parce que l'image de l'agriculture, c'est pas celle-là. Et l'image des agriculteurs, c'est pas celle-là. Voilà, après, les gens pris dans la colère et dans l'excès, et surtout dans le ras-le-bol, on le dit, des fois, la colère elle dépasse les limites, et peut-être c'est ce qui est arrivé. Après, c'est pas l'image qu'on veut montrer aux agriculteurs. Montrer les images qu'il y a au salon de l'agriculture aujourd'hui. C'est que les gens font la fête, on sait que les gens sont accueillants. Bien sûr, et on les montre aussi. On sait que les gens parlent d'agriculture, c'est ça qu'il faut montrer. Et c'est la faute à qui, du coup, ces images-là, selon vous? C'est la faute à qui? C'est les gens qui ont bousculé les gens, c'est eux qui l'ont bien fait, donc on peut dire que c'est de leur faute. Mais c'est le ras-le-bol, en fait. C'est le ras-le-bol, et au bout d'un moment, les agriculteurs ne se sentent plus écoutés. Alors moi, j'ai la chance de faire passer les messages parce que je suis invité sur des plateaux télé, parce que je rencontre des hommes haut placés maintenant.
Mais vous êtes en contact d'ailleurs, pardonnez-moi, régulièrement, directement avec Gabriel Attal? Oui, je peux dire que oui. Je parle avec lui régulièrement, comme je parle avec Marc Fesneau et comme je parle avec les directeurs de cabinet. Voilà, moi, à la fin du discours qu'il a eu chez Ludovic Alvé à Montaigut, je lui ai dit, il a dit qu'il ne laisserait pas tomber les agriculteurs et que surveillerait les dossiers. J'ai dit, moi, je te surveillerai à toi. Oui. Voilà. Vous le tutoyez? Mais alors... Vous le tutoyez, le Premier ministre? Ouais, j'ai un peu de mal avec ça. Non, mais bon, après, dans une relation, quand il y a une relation de confiance... C'est même pas une relation de confiance. Moi, je pars d'un principe que... vous tutoyez tout le monde. Ouais, et c'est surtout que le tutoiement, pour moi, c'est pas une manque de respect. Ouais. Et il y a des gens qui se vous voient et dès qu'ils ont tourné le dos, ils se crachent dessus. Donc, moi, si je tutoie quelqu'un, c'est que je le respecte. Et vous lui parlez combien de fois par semaine, mois? Il n'y a pas du nombre de fois. Il n'y a rien d'écrit. On ne s'écrit pas tous les jours. Mais des fois, on s'écrit, des fois, on parle. Quand j'ai besoin de faire remonter une information qui ne me plaît pas ou un dossier, comme le dossier sur la MHE qui avançait pas assez vite, je lui ai remis un coup de klaxon. Voilà. Il a dit qu'il ne nous lâcherait pas, j'ai dit que je ne le lâcherais pas. Oui. Donc, voilà. Mais justement, est-ce qu'il n'a pas été un peu surpris? Je vous donne la parole, Perico. Est-ce qu'il n'a pas été un peu surpris, Gabriel Attal, quand même, vous qui lui parlez régulièrement, parce qu'il y a eu cette première salve de mesures qu'il avait annoncée donc, il y a quelques semaines, qui vous avait d'ailleurs fait prendre la décision de lever les barrages de la 64 à côté de Toulouse. Il y a eu ensuite des mesures annoncées par Emmanuel Macron, à nouveau des mesures annoncées par Gabriel Attal mercredi dernier. Est-ce qu'il n'est pas un peu surpris? Parce que peut-être que lui vous dit, mais moi je fais des choses. Bien sûr, ils en font. Mais je vous le dis, il y a 40 ans que l'agriculture française va mal. Donc il faut reprendre tous les dossiers depuis très 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 longtemps. Et c'est là qu'ils s'aperçoivent que c'est vraiment compliqué. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'on a une agriculture qui est très riche en France, dans la diversité. Et il y a des problèmes dans toutes les filières. S'il n'y aurait qu'une filière à régler, ça serait facile. Mais aujourd'hui, c'est toutes les filières de France qui sont impactées, qui sont touchées. Alors, il y a beaucoup de dossiers. Et quand les agriculteurs, d'un côté, voient qu'il y a une avancée pour un dossier, eux, ils veulent une avancée sur l'autre dossier aussi. Donc, tout le monde, maintenant, va dans le sens. Et le mouvement est lancé. Mais maintenant, il faut qu'ils assument leur salaire, qu'ils assument leurs responsabilités et qu'ils travaillent. Il y a une réalité incontestable qui définit l'ampleur de la crise. Tout ça arrive trop tard. Des gens comme Jérôme Bail l'ont alerté depuis longtemps. Vous avez agi en homme responsable et libre. Peut-être que vous vous êtes trompé en relevant le pas. On verra bien. Vous avez pris l'option de laisser le temps de la confiance au gouvernement pour mettre en place des mesures longues et difficiles. Parce que la tragédie est tellement grande que les mesures à prendre ne sont pas... Si c'était pas si grave, ça serait des mesures d'ajustement dont on pourrait constater l'application immédiate. Ce sont des mesures tellement lourdes à prendre, dont une petite partie dépend de la France. Ça va passer par l'Union européenne. C'est une remise en cause du modèle agricole qui fait que les agriculteurs veulent vivre de leur travail. Ça veut dire qu'il y a un problème de compétitivité qui est maintenu par la grande distribution de façon déloyale et d'un marché international qui ne correspond pas au modèle agricole. Je l'ai dit, c'est simple. L'agriculture française est une agriculture légale qui respecte des normes et des codes et des qualités de production par rapport à la demande que l'on fait. Et au contraire, l'industrie agroalimentaire et la grande distribution ont inventé une demande qui s'appuie sur une agriculture illégale en Europe et interdite et qu'on importe de l'extérieur. Donc c'est de la malbouffe, elle n'est pas chère. Comment voulez-vous qu'ils fassent? La position de Jérôme Bail était simple. On a montré la colère, on a sorti les tracteurs, le monde agricole montre qu'il peut encore se mobiliser. Je crois que d'avoir laissé au gouvernement le délai, maintenant vous avez vu notre colère, et comme vous le dites en le tutoyant, maintenant à toi de faire tes preuves. Il y en avait d'autres qui étaient jusqu'au boutiste, qui auraient voulu profiter de ce mouvement social pour braquer encore plus, et on les a retrouvés légitimement. La colère agricole, elle est, j'allais dire, ils ont toujours raison, hélas, ils ont toujours été trompés. Et ceux qui ont été manipulés, le président de la République parle de manipulation des paysans par la coordination rurale, c'est lamentable de la part d'un président de la République de s'attaquer à un syndicat. Non, par manipulation par le Rassemblement national de la coordination rurale. Si les paysans ont été manipulés, c'est par l'Union européenne et le gouvernement français depuis 50 ans. C'est pour ça qu'on en est aujourd'hui. Voilà, la réalité, elle est là. Ça, on va parler évidemment des propos d'Emmanuel Macron. Mais là-dessus, Jérôme Bail, vous aviez dit, j'avais 3 revendications, ils ont répondu à mes 3 revendications, on lève les barrages, c'est fini. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours en colère aujourd'hui? Qu'on comprenne bien. Mais concrètement, qu'est-ce qui vous manque? En fait, je ne suis pas en colère, moi. Je suis déterminé, c'est pas pareil. Voilà. Et c'est la différence, parce que la colère, elle peut faire des choses dans l'excès qui ne vont pas. Nous, on est déterminés. Pour revenir aux revendications, on en a eu 3. La première, c'est la maladie hémorragique épisodique qui touche le sud-ouest.
et surtout 5-6 départements du sud-ouest, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers, les Landes, la Haute-Garonne et l'Ariège, et où il y a eu un fonds d'urgence qui a été versé. Donc je ne peux pas dire que je leur ai accordé ma confiance, oui, mais pour l'instant, ils me l'ont rendu. Parce qu'ils nous ont donné des dates butoirs pour remplir des dossiers, les enveloppes sont allées DDT, donc là-dessus, on a... Donc ce point-là a été respecté. Il est réglé. Cette maladie qui fait quoi exactement? C'est la maladie, c'est un moucheron en fait qui pique les vaches, qui crée énormément d'avortements, de la mortalité, des vaches qui maigrissent. C'est très très dur et très très usant pour les éleveurs. Donc, on doit abattre? Pas obligatoirement, mais aujourd'hui, 6 mois après le début de la maladie, on euthanasie des vaches. Il y a eu des élevages d'abattus. Il y a eu des élevages d'abattus. Pas sur cette maladie. Pas sur cette maladie-là. Mais là-dessus... Là-dessus, il a tenu parole. Il a tenu parole. C'est-à-dire, les protocoles sont en cours. La réponse n'est pas définitive. Si, ça y est. On a même déposé des dossiers. Il y a des agriculteurs, les premiers qui ont déposé les dossiers sur les fonds, sur les remboursements des frais vétérinaires, comme il s'était engagé, M. Fesneau, le 2 mars, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il y a plus de 600 agriculteurs qui ont déposé le dossier, qui ont été déjà remboursés sous 15 jours. C'est une première historique. Alors, moi, j'aimerais jamais savoir. arrivé. Donc, qu'est-ce qui vous manque encore, alors? Il y a 2 autres Pourquoi est-ce que vous restez... Vous avez dit, il y a 3 choses. Vous restez déterminé. Donc, il y a celle-là. Sur la MHE, c'est OK. Sur le GNR, il est revenu sur la position et... Le gazole non routier. Le gazole non routier, il est revenu sur sa position qui était de retaxer... Là aussi, les remboursements le remboursement à la base. Non, ouais, ils nous ont même fait une avance Ça a été fait sur tout de les suite. 50%. Ça a été signé le dimanche, les arrêtés étaient signés. Donc là-dessus... Bon, donc ça, pareil, respecté. Respecté. Bon, et alors? Et l'avancée sur les lacs, de recréer des lacs et des projets de lacs et rouvrir les projets de lacs, on y travaille avec les départements, avec les syndicats, avec les chambres d'agriculture. On y retravaille. Donc moi, j'ai les 3 points que j'ai demandés et on les obtient. Et nous, ils sont quasiment réglés. Voilà. Donc pourquoi vous restez déterminé? Mais parce qu'il y a d'autres problèmes. Parce qu'il y a d'autres problèmes. Oui. L'agriculture, c'est pas ça, c'était l'urgence. Aujourd'hui, quand je suis rentré sur l'autoroute, je suis rentré tout seul, juste avec des syndicats qui étaient soutiens. Mais en fait, voilà, je suis rentré, c'est les syndicats qui ont appelé un appel à solidarité derrière moi. C'est tout. C'est pas eux qui ont mené le combat. Donc, je ne pouvais pas partir tout seul à l'aventure. Moi, je vais être honnête, au bout de 24 heures, je pensais que les escadrons de gendarmerie allaient rentrer sur l'autoroute, on allait prendre des coups de matraque dans la tronche et on allait sortir. Voilà. Le problème, c'est qu'on a eu un comportement exemplaire et que 98% de la population au début nous soutenait. Et là, c'est difficile, quand il y a 9 Français sur 10 qui soutiennent les agriculteurs, de nous dire, selon on les sort. Et oui. Voilà. Donc, je ne pouvais pas partir avec 50 000 propositions. Et surtout, je ne les connais pas. Je ne connais pas toute la problématique de l'agriculture française. Mais il reste encore, pour vous, si on prend votre cas spécifiquement, vous avez 90 bêtes, c'est ça? Ouais. Parce que toute la problématique, si on résume d'une ligne, c'est permettre aux agriculteurs de vivre dignement et de vivre de leur travail. Vous gagnez combien par mois, si ce n'est pas indiscret? 0. Je gagne 0. Je paye juste mes faux frais qui sont là, les assurances de voiture, le téléphone, l'Internet, la télé. Voilà. Ça, et on se sort 0 centime. Et donc, comment j'ai fait 220 000 euros de chiffre, je peux annoncer mes chiffres, je l'ai déjà dit. J'ai fait 220 000 euros de chiffre d'affaires. Sur l'année. Sur l'année. Et j'ai fini à moins 7 000 à la fin de l'année sans faire des excès. Tout simplement. Et donc, comment on fait quand on ne gagne pas d'argent? Eh bien, on survit. Ah oui, sur la ferme. On survit, voilà. Moi, je travaille 70 heures par semaine pour survivre. Je pense que ça, s'il y a un agriculteur, voire 2 agriculteurs par jour qui se suicident en France, c'est la question, elle est là. Voilà. Alors après, on ne nous aide pas. On ne nous aide pas du tout à créer un revenu. Alors que vos clients croulent sous la fortune. La dichotomie, et c'est pas de jeter les uns contre les autres, on a des producteurs, fournisseurs, les agriculteurs, qui travaillent la terre, qui produisent. Ils fournissent la matière première. Vous avez des transformateurs qui s'enrichissent beaucoup. Et vous avez des distributeurs dont les fortunes sont totalement... Et les intermédiaires. Parce que combien d'intermédiaires entre... Non, mais surtout transformateurs, donc industriels et distributeurs, avec des fortunes, mais totalement colossales. On pourrait dire à ces distributeurs,
vos fortunes sont immenses, vous l'avez mérité, vous avez bossé, vous avez pris des risques. Est-ce que vous pensez que vous pourriez redistribuer un petit peu pour que Jérôme, il n'ait pas moins 7 000? Il demande rien, vous ne demandez pas de 600 000 par an, vous demandez à vivre normalement. Non, mais Vous n'avez même pas ça. Comment on peut tenir? Mais je voulais poser une ça question fait 30 ans que ça dure, ça fait 30 ans que ça dure, comment on peut tenir comme ça? Perico, il n'y a pas que toi qui as la parole. Allez-y, Roselyne, c'est Vous à vous. engueulez pas. Non, mais tu l'as depuis tellement longtemps, c'est pour ça que je veux pas. Jérôme Oui, Bale c'est ça, veille. voilà. Non, mais je voudrais... Parce que le président de la République, quand il est venu au Salon de l'Agriculture, a lancé l'histoire des prix planchers. On voit que dans votre milieu agricole, tout ça, ça a au moins l'avantage, c'est que tout d'un coup, on a lancé le débat et que finalement, les prix planchers qui étaient agités comme des marionnettes et comme la solution à tous les problèmes, c'était pas la solution à tous les problèmes et qu'il y avait des effets pervers dans la... Est-ce que vous soutenez, dans votre filière précisément, cette histoire de prix plancher? Quelles seraient les conditions qui vous permettraient de rentabiliser votre exploitation bovine? Alors, je rappelle juste ce que sont les prix planchers pour les gens qui nous regardent. Ce serait un prix en dessous duquel vous ne pourriez pas vendre vos produits. Le prix de revient, ça s'appelle le prix de revient minimum. Non, c'est un prix plancher, c'est pas un prix de revient. Ouais. Et Non, aujourd'hui, mais vous auriez besoin d'un prix de revient en plus, éventuellement. Voilà, mais le prix plancher, aujourd'hui, on le prend sur qui? Sur les agriculteurs français et la production française, ou sur les pays européens, puisqu'on est dans l'Europe, où c'est qu'ils ont 3 fois moins de charges que nous et qui produisent 3 fois moins cher que nous. Si nous, aujourd'hui, les agriculteurs français, on part sur un prix plancher en référence la France, je ne pense pas que les autres pays de l'Europe ils soient d'accord de produire 3 fois plus cher que nous. Parce que nos coûts de production sont plus élevés en France. Non, aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est pas le prix. Tout le monde dit il faut vendre plus cher, mais c'est pas vrai, il faut pas vendre plus cher. Après, Il faut surtout qu'on produise moins cher. Vous vendez combien votre prix de viande, Jérôme? Au kilo? Moi, je le vends à 5,80 €. À qui? À votre premier acheteur? À mon premier acheteur. Voilà. En sachant que lui... Combien il vous coûte le prix de viande au kilo? Combien il vous coûte en réalité? Aujourd'hui, pour engraisser une vache, il faut compter à peu près 500-600 €. Et pour vous dire qu'on vend la vache à 450 kg carcasse à moins de 6 €, ça fait 2 000 € plus le prix du capital, on perd de l'argent. Donc pour faire zéro, il vous faudrait combien de prix de la viande? Déjà pour faire zéro. Là, vous êtes à moins 7 000. Il faudrait arriver au moins à 7,50 €. À 7,50 €. Et on vous l'achète combien? 5,50 €? Ouais, 5,50, 5,80 €. Comment on peut accepter ça en République française en 2024? On est dans un système libéral, concurrence libre et non faussée, mais quels sont les voyous qui autorisent depuis 30 ans que ce système économique ruine des gens qui sont méritants? Ça, je comprends pas. C'est un problème démocratique, c'est même pas un problème politique. Mais ça, clairement, mais en fait, après, là, ce que pose Jérôme, c'est assez intéressant parce que ça a été une proposition de la France Insoumise qui a été retoquée par le gouvernement, cette idée de prix plancher. C'est revenu dans la basket, en fait, du débat ce samedi. Oui, mais du coup... Mais là, il est posé. Mais souvenez-vous qu'on entendait de la part de la majorité que c'était une mesure soviétique. C'était totalement soviétique, etc. Bien sûr. Non, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? On achète par exemple à 8 €. On achète à 8 €, mais si on ne contrôle pas et que la grande distribution va acheter en fait en Pologne, va acheter en Roumanie. Mais c'est le problème. C'est bien le sujet. Donc on taxe le produit polonais à hauteur de 8 €. Mais dans ce cas-là, c'est plus non, intra-européen, on ne peut pas taxer, c'est pas possible. Compris. On ne surtaxe pas, on taxe. On ne ferme pas les frontières. On taxe à hauteur de libéralisme équitable, au même prix. Oui. On ne pénalise pas l'étranger. Non, on le met au même prix que lui. Il n'y a plus d'Europe, c'est ça. Alors, c'est l'Europe, c'était ça. Il n'y a plus de marché commun. Le marché commun, c'était ça. 57, c'était ça. Si, concurrence libre et non faussée. C'est marqué dans la Constitution. C'est pas parce que vous parlez le plus fort que vous avez raison. Non, mais c'est tellement évident que c'est ça. Dans l'autre sens, vous avez aussi des agriculteurs. Vous avez des agriculteurs qui exportent, y compris en Europe. Donc, qu'est-ce que ça voudra dire en termes de mesures de rétorsion derrière? Si, c'est pas si évident. Parce que si vous taxez, par exemple, à hauteur en fait de ce qui se fait en France, la viande polonaise ou quelque chose qui est produit, je sais pas, en Espagne ou en Italie, qu'est-ce que ça voudra dire derrière pour les agriculteurs français qui veulent exporter? Ça voudra dire qu'ils auront la même chose. Donc déjà, le marché commun, c'est terminé. On importe 50% de nos fruits et légumes. On va déjà les acheter chez nous. On n'a pas besoin d'exporter puisqu'on a. Ça veut dire que comment on pense ce protectionnisme-là? Il n'y a pas de protectionnisme. On s'autosuffit. 76%. On s'autofournit. Mais on n'a pas complètement s'autofournir. On importe 50% de nos fruits et légumes. Si on les achète en France, il n'y a plus de problème d'exportation. Ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup plus compliqué en fait à mettre en œuvre que juste quelque chose qu'on dirait allez hop, voilà, 8 €. C'est
au niveau européen, comment on fait? Pour résumer, ça vous plaît ces combats en plateau? Bien sûr. Et au moins, c'est les débats que vous avez aussi. Au moins vous débattez et on peut parler et vous parlez. Alors justement, j'aimerais vous redonner la parole quand même. Voilà. Je suis sérieux. Les prix planchers donc. Parce que nous on l'est pas. Les prix planchers donc. Vous n'en voulez pas, vous êtes contre, qu'on comprenne bien. C'est pas que j'en veux pas, c'est comment ils vont être appliqués et sur qui ils vont être appliqués. Ils disent filière par filière. Et ouais, mais par rapport à qui? Est-ce qu'on prend filière par filière avec la base en référant la France ou les pays européens? C'est ça qu'il faut savoir. Mais l'Europe, c'est l'égalité de tout le monde. Non, mais enfin... Mais merci. Est-ce que c'est partout pareil? Bien sûr que non. Votre coût, il y a des fermes importantes, il y a des fermes plus petites. Comment est-ce qu'on fixe un prix plancher au niveau français? La même vache, en fait, produite aux Pays-Bas n'a pas du tout le même prix de revient, c'est pas du tout les mêmes typologies, en fait, de... On n'a même pas besoin d'aller aux Pays-Bas. Mais non, entre deux exploitations, c'est différent. La vache engraissée dans le sud de la France, où le climat est plus dur, difficile et tout ça, il va revenir plus cher qu'une vache engraissée, peut-être en Bourgogne, où c'est qu'ils ont plus de facilité d'herbe et tout ça. Déjà, rien que dans notre territoire, on n'a pas les mêmes charges d'engraissement et de fonctionnement. Alors peut-être que la politique agricole commune qui donne 80% des primes les plus lourdes aux 20% d'agriculteurs les plus riches, la PAC c'est simple, on donne un peu aux gens qui ont beaucoup besoin et on donne beaucoup à ceux qui n'ont pas besoin. Si la PAC servait justement à rectifier, à réguler le marché intérieur, si la PAC peut servir à réguler, rééquilibrer le marché intérieur en fonction du prix du kilo, et celui qui ne peut pas vendre, on régule, mais que ça serve au moins à nourrir les paysans qui travaillent pour nous. Aujourd'hui, la PAC, quand même, je vais vous dire un truc, 52% des aides PAC viennent pas aux agriculteurs. Non. Elles vont même dans les collectivités, même au Resto du Cœur, même au club de foot. Voilà. Et au bout d'un moment, sur une enveloppe de 9 milliards d'euros, il manque des sous à la fin. Combien pour la paysannerie? On touche 48%. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la PAC, elle est construite par rapport à l'hectare. Plus vous avez d'hectares et plus vous bénéficiez. Ce qui fait que, par exemple, à l'époque où la Grande-Bretagne était encore dans l'Union européenne, la reine d'Angleterre bénéficiait d'enveloppe de la politique agricole commune. Il faut se souvenir de ça. Et en France, le prince de Monaco. Mais on a quand même voté une PAC en 2023 où ce fonctionnement à l'hectare a été maintenu, alors que beaucoup de syndicats, beaucoup de paysans disaient faisons en sorte de sortir de l'ornière et d'arrêter avec ce fonctionnement à l'hectare, mais par exemple, calculons ça avec le nombre d'emplois concrets sur une ferme. Avec le vote des parlementaires français au Parlement européen et la complicité du gouvernement français. Pas les socialistes, pas les écolos. Pas les écolos, voilà. Mais aujourd'hui, créer de l'emploi dans une ferme, c'est impossible. On n'a aucun avenir. Sauf s'il y a une demande. Sauf si vous avez des aides PAC qui vous disent allez-y, créez de l'emploi, non? Mais moi, je vais vous dire un truc. Les aides PAC aujourd'hui, c'est un pansement. C'est comme les aides du gouvernement, c'est un pansement. C'est un médicament. Il peut déjà pas se rémunérer lui-même, c'est pas pour payer un employé. C'est un médicament. C'est un médicament. C'est pas ça qui va sauver l'agriculture. Vous voulez la bonne santé, vous voulez pas de médicaments. Mais un pansement, aujourd'hui, ça soigne une égratignure, mais ça soigne pas un cancer, malheureusement. Voilà. Et aujourd'hui, il faut retravailler une économie agricole. Protégée. On va faire simple. Protégée. Moi, dans mon canton, sur ma commune, donc c'est le chef-lieu de canton, il y a 10 communes. Il n'y a pas une industrie. Il n'y a rien. On est en fin de fond du Volvestre, il n'y a rien. Il n'y a pas d'emploi du tout. Il n'y a pas d'emploi. C'est une belle campagne. Les seules personnes qui payent vraiment des impôts, c'est les agriculteurs avec la TFNB, la taxe foncière non bâtie. Il y a une école maternelle, une école primaire, un collège. J'ai jamais vendu 1 kilo de viande de mon exploitation où je paye des impôts de la taxe foncière. À la cantine. À une cantine. À la restauration collective. Ils ne vous prennent pas chez vous. Pourquoi on ne prend pas le problème déjà à la base voilà. Et qu'on n'impose pas, et que l'État n'aide pas les restaurations collectives, par exemple, en leur donnant une enveloppe et en disant faites vivre vos agriculteurs à côté. Merci Jérôme. Vous ne pensez pas que vos enfants, ils préféreraient manger de la viande de la ferme d'à côté que du poulet d'Ukraine? Moi, je pense que si. Merci Jérôme. Mais est-ce que ce n'est pas justement l'une des propositions du gouvernement
Mais attendez, mais en 2024... Alors, ça faisait même partie, dans l'absolu, du programme de la PAC, de la ferme à la fourchette. Le problème, c'est qu'on voit bien qu'entre la réalité des textes et la mise en œuvre, il y a quand même un il y a des lobbies qui empêchent. Il y a des lobbies qui empêchent avec la complicité du pouvoir politique. C'est aussi une question. Mais Perico, l'action publique, elle est difficile. Est-ce qu'on est aussi aujourd'hui en capacité de dire à des parents que potentiellement, le repas de vos enfants, il va être multiplié par 2, voire par 3 ? C'est un choix politique ? Non, mais ça veut dire un choix de santé aussi. Non, il y a des centaines de cantines scolaires où c'est au même prix. Il n'y a aucune surcharge. C'est un choix politique. Voilà, c'est une volonté politique, une organisation politique. C'est un choix politique. Mais aujourd'hui, si votre enfant il mange de meilleure qualité, alors la santé publique, ok. Mais si l'agriculteur derrière, au lieu de demander des aides et de faire des manifestations tous les 4 matins, il arrive à vivre de son métier, vous croyez que l'argent, on va le placer dans les paradis fiscaux, nous ? Non, mais nous, on va le réinvestir. Donc, on va refaire travailler l'économie locale. Et en plus, on va parler local, parce que nationalement, voilà. Mais on va parler déjà local, nous, parce qu'on est des petits. Mais au moins, on va refaire vivre l'économie locale. Vous serez patriote. Vous serez patriote. Par aujourd'hui, nature. tout le monde doit de l'argent. C'est pas du patriotisme, ça l'est de fait. Non, mais pensez que le localisme peut résoudre en partie, la question de l'agriculture, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus sérieux que ça. C'est un cumul de mesures. Mais on ne dit pas que ça. C'est un ensemble de mesures. Mais aujourd'hui, il ne faut pas présenter ça comme le remède miracle. Non, c'est une partie de la solution. Une petite partie de la solution. 84 milliards de chiffre d'affaires à l'exportation. Hein. Jérôme Bail, vous avez besoin de l'Europe, vous, en tant qu'agriculteur ? Bien sûr. 90% de la céréale du Sud-Ouest part en Espagne. Voilà. 90% de mes bêtes nées sur mon exploitation partent en Italie. Bien sûr qu'on les a besoin. C'est ça, ils sont là. Mais aujourd'hui, la question elle à se poser, elle est on exporte de la céréale en Espagne et on rentre de la céréale ukrainienne en France. On rentre de la céréale américaine en France. On rentre de la viande brésilienne en France. Et on importe de la tomate hollandaise. Et nous, on exporte. Au bout d'un moment, pourquoi on peut pas faire... Je dis pas fermer les frontières. Elles n'ont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes usages. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aider les agriculteurs français à reproduire ? Si. À produire. Pourquoi on est obligé d'exporter la céréale en Espagne et re-rentrer de l'aliment espagnol en France ? Ah ben voilà. Et ça, c'est pas normal. Et je pense qu'au niveau écologique, ça serait bien d'éviter tout ce trajet. Par exemple, au Parlement, il y a eu un vote dernièrement sur des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Alors on sait que le Mercosur est toujours en discussion et n'a pas encore été voté. Il a refermé la porte là-dessus, Emmanuel Macron. Oui, mais l'accord entre l'Union européenne et certains pays d'Amérique latine. C'est à 2 doigts de se faire. Mais pour le coup, la Nouvelle-Zélande a été votée en novembre dernier. Pour vous, il faut en finir avec ce type d'accord ? Mais je dis pas qu'il faut en finir. Mais pas comme ça. Mais par contre, vous pensez vraiment que un agneau élevé en haut des Pyrénées, à l'herbe et avec des céréales françaises, il est moins bon qu'un gigot d'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande ? Évidemment. Dans le formol. Et qui a fait 20 heures d'avion pour venir en France ? Évidemment. Et on nous parle d'écologie, à nous les agriculteurs ? Voilà. Je pense qu'il est quand même meilleur et plus vert et plus écologique que l'agneau fabriqué chez nous et mangé chez nous, non ? Mais je sais pas. Et c'est là que nous, on est complètement déconnectés avec eux. C'est que au bout d'un moment, on comprend vraiment pas le fonctionnement du gouvernement français, et pas que du gouvernement français, de l'Union européenne. De l'Union européenne et de toute la chaîne alimentaire. Alors qu'il n'y a que des solutions européennes. Ouais. Et donc, vous restez mobilisés. Le mouvement n'est pas terminé ? Mais bien sûr que non, il n'est pas mouvement. L'épisode-là est passé. Comment vous voulez qu'il soit terminé ? Il n'est pas fini. Il n'est même pas commencé, à peine commencé. Ouais, c'est le début du match. Hein. Je l'ai dit, nous, on ne fait pas un sprint, on fait un marathon. Donc, nous... il va y avoir plusieurs sets à ce match. Oui. Bien sûr, ça va être long. Comme j'ai dit, on parlait de la restauration collective, mais qui vous dit que dans les jours prochains, une action nationale ne sera pas d'aller rendre visite à toute la restauration collective et à montrer aux gens ce qu'ils mangent dans les hôpitaux, dans les collèges, dans les lycées. Ah, il se peut que vous alliez dans les hôpitaux, les collèges et lycées pour pointer du doigt ce qu'ils mangent, ce qui va, ce qui ne va pas. Attention, ce ne sera pas l'État, là, c'est les collectivités territoriales. Mais au bout d'un moment, est-ce qu'on ne peut pas montrer... C'est le public aussi. Est-ce qu'on n'a pas le droit de montrer aux gens ce qu'ils mangent ? Absolument. Parce que quand on me parle de malbouffe, moi,
Ça peut en faire partie, ça aussi. Oui, mais pour le coup, en plus, certainement, en fait, que les Français sont en attente d'avoir une forme de transparence sur ce qu'ils mangent. Beaucoup sont aujourd'hui d'accord sur le fait qu'il faut mieux manger et que le fait que ce soit sur la nourriture qu'on aille chercher, en fait, des économies, il y a quelque chose d'illogique aussi à fonctionner comme ça. Ce besoin de transparence-là, il est réel. Mais bien sûr. C'est ce qui nous aidera. Après, je dis pas que ça sera la solution miracle, mais il y en a plein de solutions pour aider les agriculteurs. Quoi qu'on dise de vous, je vous coupe. Vous avez fait... Non, c'est moi qui vous ai coupé. Je peux vous prendre un exemple. Je me suis permis de le dire à Gabriel Attal quand je l'ai rencontré, il n'y a pas longtemps, et je lui ai dit, si tu veux faire un revenu aux agriculteurs, c'est facile. On a des milliers d'hectares de toitures de bâtiments qui font rien. Mais aujourd'hui, moi, je vais voir mon banquier, j'ai dit, il me faut 400 000 € pour faire un bâtiment photovoltaïque, une toiture photovoltaïque. Il va me dire, t'as quoi comme avenir? T'as rien. Donc aujourd'hui, pourquoi l'État ne ferait pas des prêts bonifiés à 1% aux agriculteurs pour utiliser les toitures des bâtiments? Pourquoi ils n'aideraient pas les agriculteurs à mettre des transformations près de leurs fermes, des transformateurs pour revendre de l'énergie? Ça ferait un revenu d'avenir aux agriculteurs avec une vision sur 20 ans. Sachant que les panneaux photovoltaïques, on les met même sur les terres arables. Mais aujourd'hui, c'est les investisseurs, je vous coupe, c'est les investisseurs qui viennent se servir des terres agricoles, des agriculteurs et des bâtiments parce qu'eux ont les moyens et nous on les a pas, qui nous aident. Et c'est des trucs simples à faire, ça. Je pense que l'État aujourd'hui est capable d'aider les agriculteurs sur des trucs comme ça. En un mois, vous avez fait une explication qui vaut 10 ans d'action syndicale de la FNSEA, parce qu'on comprend vos enjeux, concrètement. Mais c'est pas ça, il faut pas dire... on peut pas dire ça, la FNSEA fait des choses bien comme ils font tous des choses bien. Bien sûr, mais elle s'est trompée aussi, et elle a pris des orientations. Mais aujourd'hui... Il y a des vrais paysans à la FNSEA, il y a des vrais paysans. Je pense qu'aujourd'hui... il faut, surtout à 9 mois des élections de chambre d'agriculture, vous savez qu'au niveau syndical, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des places à prendre. Je pense qu'il va falloir que les agriculteurs français se remobilisent tous ensemble, pour aller dans un but commun. Et dans 9 mois, ils mettront les enveloppes pour qui ils voudront. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Moi, à la fin de chaque discours de barrage de carbone, je leur disais un truc aux mecs. C'est ensemble, on risque rien. Et c'est ça qu'il faut s'inculquer. On est bien d'accord. Et donc, Jérôme Bail, vous annoncez de nouvelles actions à venir, des actions surprises. Je n'ai pas annoncé. Je vous dis juste que ça peut être une éventualité. Mais il n'y aura peut-être pas que celle-là non plus. Dites-vous, nous, dans l'agriculture, on est un métier où on est capable de faire beaucoup de choses. Il faut faire un vétérinaire pour soigner une vache, il faut faire un mécanicien pour réparer un outil. Donc, on a de la jugeote, on réfléchit très vite. Et des fois, on réfléchit bien. Et donc là, vous retournez au salon de l'agriculture ces prochains jours ou non? Vous rentrez chez vous Si votre taxi veut m'y ramener, oui, j'ai pas fini la soirée. Bon, très bien, mais bon retour. Mais alors. Oui, je reste jusqu'à encore quelques jours. Dans la région parisienne. Merci beaucoup. Merci à vous de l'invitation. Jérôme Bail d'être venu sur notre plateau. Merci. Sur BFM TV.